Effectivement, aujourd'hui, on pourrait se poser beaucoup d'interrogations sur ce qu'on pourrait appeler des bars que l'on a l'habitude de voir de manière classique, avec des normes et des restrictions très, très spécifiques, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus des endroits où il y a de la musique amplifiée, où on peut danser. Ce qui provoque aujourd'hui, on va dire, une certaine interrogation sur certains bars qui ont tendance à vouloir sortir un petit peu de leur activité, qui fait que cette activité sont classées par typologie dans le cadre de la réglementation de la prévention au sein des établissements recevant du public, et qui doivent être couplées, on va dire, à une catégorie qui permet de correspondre aussi à une capacité d'accueil, et donc forcément, qui dit accueil dit aussi évacuation. Oui, mais ce bar, c'est pas parce qu'on y dansait. C'est pas ça qui est dangereux. Ce qui a été dangereux, visiblement, c'est cette mousse isolante qui recouvrait le plafond du bar. Le fait qu'il y ait eu ces bougies placées sur les bouteilles de champagne. Et peut-être effectivement un défaut d'évacuation. Mais Voilà, dans tout ce que vous dites, en fait, c'est effectivement cela. La majeure partie des problèmes, c'est une accumulation des choses qui est arrivée à un moment donné à un drame. C'est pas uniquement le fait que, comme vous l'avez évoqué à l'instant, de dire oui, mais en fait, ils dansaient pas. C'est surtout le fait qu'en fait, ils se sont retrouvés avec au milieu d'un feu qui a été déclenché par des feux de Bengale. Et donc, mais en fait, c'est toute cette accumulation d'événements, que ce soit déjà d'une part de la capacité à pouvoir faire de la publicité pour que les gens viennent à l'intérieur et qu'on autorise les gens à rentrer à l'intérieur, peut-être, et je dis bien peut-être, dépassant la capacité d'accueil. Cette capacité d'accueil doit correspondre aujourd'hui à un système d'évacuation qui peut être aujourd'hui lié soit à un système d'alerte qui n'en était, on va dire, pas un à la base. Dans les boîtes de nuit, il n'y a pas beaucoup d'évacuation. On a tous été en boîte de nuit. Dans les boîtes de nuit, général, c'est en sous-sol. Dans les boîtes de nuit, c'est déjà une conformité spécifique, une typologie d'établissement spécifique qui doit répondre à des critères bien spécifiques, notamment au niveau de l'alarme, qui est une alarme de type 4, où à un moment donné, la musique s'arrête. La lumière rejaillit. Et ce qui s'est pas passé là. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une accumulation. Aujourd'hui, dans toutes les discothèques dignes de ce nom, vous avez la musique qui s'arrête et la lumière qui revient, que tout le monde doit évacuer. Là aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Non. Et en plus, on a procédé visiblement à des aménagements. Les photos, malheureusement, semblaient prouver, et c'est sous réserve encore que l'enquête soit conclue dans ce sens-là, que les aménagements doivent être spécifiques, avec des déclarations de travaux faits avec des matériaux qui doivent permettre justement de résister à un certain moment à la fumée et au feu. Et là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le feu a couvé et il y a eu un appel d'air et c'est ce qui fait que ça s'est embrasé. En fait, il y a la conjonction de beaucoup trop de choses. En fait, c'est déjà d'une part, comme on le voit à l'image, le fait que effectivement le plafond s'est enflammé avec ces feux de Bengale, qui de suite derrière, il y a eu ces fameuses gouttelettes, on les a vues. Oui. Et là aujourd'hui, c'est vrai que toutes les matières, comme vous l'avez évoqué à l'instant, inifugées, ce sont des matières qui ne permettent pas ce genre de gouttelettes-là. Ces gouttelettes, c'est quoi précisément? C'est tout simplement les compositions chimiques de ce revêtement-là qui ne sont pas testées, qui n'ont pas été, on va dire, évaluées dans le cadre d'une mise à feu et qui ne permettent pas d'être utilisées en dehors que d'un cadre spécifique. Là, en l'occurrence, il y avait eu un reportage récemment sur la comparaison entre ce type de mousse qui semble être une mousse dédiée au phonique, mais plutôt une mousse qui est dédiée justement à être protégée du matériel local de transport. Et on a apparente ça justement à on va dire, une matière acoustique. Donc en fait, tous ces aménagements-là doivent être déclarés 2 mois au préalable, que ce soit en mairie et en préfecture, pour permettre justement de déclarer que effectivement l'établissement grandit en termes de capacité, peut-être en termes d'activité. Ce que fait aujourd'hui le département du Loiret et ce que fait aujourd'hui le département du Nord, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que les bars, tels qu'on a la coutume de peut-être de les connaître, ont grandement évolué. Et donc forcément, les sapeurs-pompiers, les mairies, les préfectures ont dû s'adapter et donner à un moment donné des restrictions encore plus draconiennes sur ces bars qui ont tendance un petit peu à s'émanciper et deviennent des bars musicaux. Les sapeurs-pompiers viennent faire l'expertise. Alors, les sapeurs-pompiers sont toujours accompagnés, ils donnent un avis, que ce soit dans l'ouverture des établissements recevant du public, et je tiens à le dire, ils donnent un avis, et c'est le maire et les préfectures qui donnent l'accord d'autorisation d'exploitation ou non. Ça, même c'est si très important. est négatif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'il y ait une évolution de la législation, c'est-à-dire que ce qui s'appelle désormais, mais ça rentre pas dans une catégorie apparemment. Il y a le restaurant, il y a le bar et il y a la discothèque. Exactement. Et au milieu, il y a les bars à ambiance musicale et les restaurants à ambiance musicale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, décider qu'à partir du moment où vous êtes un bar à ambiance musicale ou un restaurant à ambiance musicale, vous basculez dans la législation et les normes de la discothèque? C'est en fait ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement ce vide, comme vous l'évoquez à l'instant. C'est-à-dire que dans ce qui est d'un bar et ce qui est d'une discothèque, ce sont 2 modes d'exploitation différents, des ouvertures différentes, des mises en sécurité différentes. Donc forcément, il faut qu'à un moment donné, en fonction de la superficie, du lieu d'accueil, de l'environnement, il faut
adapter la configuration des lieux pour une meilleure sécurité. Et c'est exactement ce que vous dites. Et ce qu'on vient de relever à l'instant, c'est que le Loiret et le département du Nord sont précurseurs dans le domaine, puisqu'ils ont initié justement pour que ces fameux bars deviennent un petit peu des bars plus à ambiance musicale et permettent justement d'imposer les alarmes de type 4, donc coupure du son, ouverture de la lumière et que tout le monde puisse évacuer pour permettre justement que ce type de drame soit évité. Et pourquoi ça n'est pas généralisé ? Écoutez, on va être très clair, on a la politique en France de toujours faire et de réagir parfois dans l'urgence et face à un drame. Exactement, et c'est toujours plus facile de refaire la feuille de match, malheureusement, une fois que le drame est passé. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement ces 2 départements sur les 100 qui effectivement ont initié, il y en a certainement d'autres, mais qui aujourd'hui ont une attitude proactive dans ce domaine-là. Et ça doit éveiller les consciences. Et je tenais à prendre aussi un sujet à cœur, et c'est pour ça, et encore merci de l'invitation, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à tous les drames que la France a connus, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les restaurants de type attentat, on s'est focalisé sur la sécurité. On en a délaissé le secours. Exactement. Donc ça veut dire que quelque part, le sujet sécurité-secours doivent être mis au même niveau. Quand vous ne pouvez pas considérer à un moment donné qu'un barman puisse être, on va dire, les initiateurs, d'une certaine manière, de la mise en sécurité de tout public. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans la capacité à avoir de la sécurité privée, ne serait-ce que pour fouiller les sacs, et parfois, vous êtes comme moi, vous êtes un citoyen lambda, quand vous arrivez dans une grande boutique et qu'on vous demande d'ouvrir le sac et qu'en fait, on fait que l'ouvrir et le refermer, et qu'on ne va pas faire une fouille en profondeur, il y a toujours un allègement à un moment donné, il faut qu'on tombe dans une certaine routine. Donc forcément, aujourd'hui, il faut arrêter cela. Vous avez dit à l'instant, on passe, on contrôle, mais finalement, votre contrôle n'est que consultatif, puisque le maire peut décider quand même d'ouvrir l'établissement, même si vous estimez que c'est dangereux. Mais dites-vous bien que c'est comme en opération de nouvelles lois, des usines à gaz et des commissions. Dites-vous bien que c'est comme en opération de secours. Non, mais pourquoi le maire, il a le pouvoir de police. Non, mais pourquoi on ne pourrait pas rendre votre avis obligatoire ? C'est-à-dire que si vous dites non, aujourd'hui, le pouvoir de police, c'est comme ça, c'est dans les textes, c'est le maire. Nous, on est derrière, on est quelque part les conseillers, on est sur un sujet, on va dire, donner des avis particulières en matière de sécurité incendie. À partir de là, c'est comme lors des grandes opérations de secours, type feu de forêt ou autre, il y a le directeur des opérations de secours qui est le maire et le commandant des opérations de secours qui est le sapeur-pompier. Dites-vous bien que le maire, il va toujours se retourner vers le sapeur-pompier pour prendre le meilleur avis opérationnel. C'est exactement ce qu'il en est. Le tout, c'est après, derrière, de hiérarchiser les responsabilités d'en donner. Ça ne change pas le résultat. Mais le maire, il a aussi les pressions, il faut ouvrir des commerces. Vous avez des maires qui construisent sur des zones inondables, ça les a pas dérangés. Est-ce que dans le cas d'espèce, il n'y avait pas un problème de sortie de secours dans ce bar ? Alors, on a l'impression qu'il n'y avait qu'une entrée, qu'une sortie. Il y a eu plein de témoignages et il faut être sur place. Il y en a qui évoquent effectivement qu'il y avait une issue de secours qui était fermée. Mais il faut être déjà difficile d'accès en plus. Il faut être un expert pour savoir si c'est vraiment considéré comme une porte de secours ou pas. Tout le monde pourrait dire là c'est une porte de secours, en fait non, pas du tout. Et aujourd'hui, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction du type et de l'activité de votre établissement, vous avez droit, en fonction de la capacité d'accueil, on vous impose d'avoir ce qu'on appelle des unités de passage. Et qu'en fonction de ces unités de passage, elles sont calibrées en fonction de la capacité d'accueil, leur ouverture et leur nombre. Donc en gros, pour 200 personnes, c'est environ 2 unités de passage, c'est-à-dire soit 2 fois 0,90 qui permettent justement de pouvoir faire évacuer tout le monde. Et il y a des normes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'elles soient moins de 25 mètres l'une de l'autre, donc pour permettre justement une évacuation plus facile et plus aisée dans ce genre de configuration. Et il faut aussi du personnel, parce que vous évoquiez le personnel qui ne peut pas se substituer au secours, d'accord, mais là, on avait du personnel qui n'était même pas informé de l'endroit où se trouvaient des extincteurs, s'il y en avait, ils ne savaient même pas où étaient les portes de secours, donc je veux dire, quand vous êtes client, c'est au barman ou à la serveuse de vous dire dirigez-vous par là ou dirigez-vous par là. Vous ne connaissez pas l'établissement, vous êtes là assis à votre table. Aujourd'hui, vous êtes assis à votre table, mais vous avez quand même ici des indicateurs là au-dessus de la porte qui le montrent, donc ils sont activés en permanence et qui parfois même peuvent agacer. Dans les salles de cinéma, ça dérange certains, au point qu'il y en a certains, je les ai déjà vus mettre un drap noir sur ce type de commande de lumière, de bornes lumineuses d'évacuation. Le sujet aussi derrière, c'est tout un chacun et toutes celles et ceux qui nous écoutent, combien de fois on voit des extincteurs qui calent une porte ? Combien de fois on ne comprend pas à un moment donné que les circulations doivent être libres de passage ? Comment tous les jours vous faites de la prévention sans le vouloir, de manière passive ? Quand vous êtes dans un centre commercial, que vous sortez du parking, que vous avez un sas entre l'entrée dans le parking et l'entrée dans le centre commercial, il y a toujours un sas. Il y a des gens qui les laissent ouvertes, ces portes-là. C'est fait exprès pour limiter la propagation des fumées. De la prévention, vous leur subissez malheureusement tous les jours, mais personne ne comprend à quoi ça sert. Et quand dernièrement encore, sur les sujets de sécurité, on dit
on le prend pas en compte, c'est qu'il y a derrière effectivement un problème, et on le voit, d'éducation du concitoyen face au risque de manière générale. Il y a un problème d'hypocrisie, parce que vous qui êtes sur le terrain, vous savez très bien qu'en France, le nombre de lieux qui ne sont pas aux normes, le nombre d'extincteurs, ce n'est pas ça. Pas de défibrillateur aussi, alors que c'est imposé. Vous savez très bien que comme il y a beaucoup d'argent au black qui circule dans le milieu événementiel, beaucoup d'espaces dépassent la capacité maximale d'accueil officiel. On joue sur le nombre d'agents de sécurité. Donc, est-ce que vous pensez que ce drame effroyable va vraiment faire électrochoc, ou que dans 2 mois, on sera passé à autre chose? Je pense que déjà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et qu'il y en a beaucoup qui font très bien leur travail et qui investissent. Et bon nombre d'enseignes aujourd'hui de nuit sont encore bien présentes parce qu'elles ont toujours su respecter les normes. Moi, je ne parle pas des boîtes de nuit, moi, je parle des bars dansants. Il y a même des bars dansants qui se comportent bien. Et beaucoup de salles de mariage, qui étaient des anciens entrepôts désinfectés, qui s'improvisent et qui reçoivent. Que l'on voit effectivement la prolifération de certaines déviances dans ce cadre-là, parce que l'économie en demande, parce qu'effectivement, vous parlez d'économie souterraine aussi. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'amplifier encore les contrôles et les restrictions dans ce cadre-là, les fermetures. Je reprends encore ces 2 départements qui ont fait fermer pas plus tard que début décembre, encore des établissements de bars type de nuit qui avaient cette velléité à pouvoir se transformer en discothèque. Ce n'est plus possible. C'est de la même manière quand vous avez Halloween, quand vous avez Noël, et que certains achètent les choses sur Temu, sur Shein pour faire de la décoration, alors que ces produits-là ne sont pas normalisés. On en revient encore sur le problème de l'incendie domestique. Et là, on est dans un incendie de type public, établissement recevant du public. Est-ce qu'on a raison d'interdire les bougies, les feux de Bengale sur les bouteilles de champagne? De toute façon, maintenant, toutes les images que l'on a sont devenues tellement traumatisantes que même vous allez y penser inconsciemment. Donc, c'est sûr. Je pense que d'un avis général, festif, ça sera différent. C'est comme les feux d'artifice aujourd'hui qui sont remplacés par des drones. Il y en a déjà qui ont marqué sur leur page Facebook qu'ils allaient condamner ce type d'artifice, et qui vont plutôt procéder à des illuminations de type LED et autonome. Bon, alors on a Nicolas. Autre chose. On ne doit pas gâcher la fête néanmoins. Nicolas, il est patron de discothèque. Il nous appelle du département de l'Isère, de Bourgoin-Jallieu. Bonjour Nicolas. Bonjour. Quels enseignements vous pourriez tirer de ce drame de Crans-Montana? Alors, effectivement, nous, déjà, à titre personnel, on a retiré justement ces fontaines scintillantes et on les a remplacées par des stroboscopes LED dès ce week-end. Parce que même si on sait on n'aurait pas cet incendie créé à cause de ces scintillants, parce que tout le bâtiment est unifugé et tous nos équipements sont M1, donc résistants au feu, mais on va dire par précaution, parce que un vêtement d'un client peut se prendre feu et donc on pourrait brûler quand même une personne. On a déjà premièrement décidé de complètement arrêter, parce qu'on n'a pas envie d'avoir les mêmes images qu'on a pu voir pour le Nouvel An. Donc ça, c'est la première mesure qu'on a prise. Mais après, en termes d'enseignement, effectivement, la problématique qu'on peut soulever de ce sujet, c'est ces bars de nuit qui fonctionnent exactement comme des discothèques, c'est-à-dire qu'ils ont de la musique amplifiée, des pistes de danse. Voilà. Ils fonctionnent exactement comme nous, sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réglementations, pas du tout les mêmes normes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus de façon financière, beaucoup plus intéressant d'être un bar de nuit et fonctionner comme une discothèque sans en être une, plutôt que d'être réellement une discothèque où nous, on va être contrôlés de façon plus stricte et plus sévère. Combien vous avez eu de contrôle, vous, ces dernières années? Parce que du côté de Crans-Montana, il dit on a été contrôlé 3 fois en 10 ans, vous êtes contrôlé. Mais c'était pas une discothèque, justement, c'était un bar à ambiance musicale. Les discothèques, on est contrôlé tous les ans par des bureaux de contrôle, sur tous nos systèmes électriques, sur tous nos systèmes incendies, etc. C'est tous les ans, c'est obligatoire. Et tous les 3 ans, on a une commission de sécurité qui repasse justement avec un pompier pour vérifier également le bon fonctionnement de tout ce qui est en place. Et notamment, nous, dans les règles qu'on va avoir, on a la présence, c'est obligatoire dans les discothèques, d'agents SIAP. C'est pas des pompiers, mais des agents de sécurité incendie qui savent justement comment réagir en cas d'incendie, comment évacuer les gens, comment fonctionne un extincteur, où sont situées les issues de secours, chose qu'on n'a absolument pas dans un bar. Vous avez tout votre personnel qui est formé, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Oui, mais vous voyez, pardon, mais moi je reviens à la façon dont la justice suisse
traite ce dossier. On s'interroge quand même comment ça se fait que le patron soit encore en liberté, qu'il n'est pas placé en détention provisoire. Enfin, les faits sont accablants. Ce sont ses employés qui ont mis le feu, involontairement, mais qui ont mis le feu quand même à l'établissement. Et il n'avait visiblement pas prévu les choses comme il fallait pour sauver le maximum de gens. Enfin, il y a quelque chose... Pardon, on parle beaucoup de la responsabilité. Hein, on est dans une société des responsabilités. Là, il y a quand même la responsabilité première des propriétaires. Je pense que de toute façon, il y en a quelqu'un qui est mieux placé que nous dans le droit pour savoir autour de la table dans le droit, mais le sujet, c'est, voilà, on est quand même sur un autre pays avec d'autres réglementations, certainement une autre on découvre manière la justice suisse. Voilà, et à partir de là, nous, on ne peut pas se permettre mais la norme, de juger. vous voyez que Nicolas nous dit que la commission sécurité, elle passe tous les 3 ans. Donc là, en Suisse, apparemment, c'était aussi tous les 3 ans. Après, il y a tous les ans, parce que c'est une discothèque. Même si t'es pas contrôlé, toi-même, tu peux faire les choses. Parce que c'est une discothèque, il y a tous les ans, mais sinon, c'est tous les 3 ans. Donc peut-être qu'ici, on est dans un bar à ambiance musicale comme il y en a tant et tant en France. Et là, c'est tous les 3 ans parce que c'est comme ça, c'est la norme. Même si t'es pas contrôlé toi-même, tu peux faire glisser ces bars à ambiance musicale dans la réglementation. Il n'y a pas besoin de créer des commissions. C'est juste un décret de loi. On les fait glisser dans la catégorie discothèque et point final. Et ils se mettent aux Nicolas, normes. parce que là, vous avez dit, première chose, on va arrêter avec ces scintillants, mais vous les utilisiez donc ces fontaines comme ça, ces bengales. On les utilisait, mais on sait qu'on n'aurait pas pu avoir la même chose. Parce que nous, dans notre établissement, tout est résistant au feu, donc on n'aurait pas pu avoir d'embrasement parce que tout est unifugé. C'est-à-dire que même, par exemple, j'ai un rideau de scène qui est aux normes M1, donc on peut prendre un briquet et aller sur le rideau de scène. Il ne prend pas feu parce que il respecte les normes du matériel qu'on doit utiliser. Et vous avez une hauteur de plafond plus importante que celle de ce bar. Oui, nous, on a 5 mètres de hauteur sous plafond. Ah ouais. On a, effectivement, et on a un système de désenfumage en cas d'incendie. Voilà, exactement. Certes, mais pour évacuer les fumées, on a la coupure sono, la diffusion du message sonore qui demande aux clients de se diriger vers les sorties les plus proches. Enfin, on a tout un système. Vous avez des exercices d'évacuation réguliers, j'imagine, en plus. Oui, c'est ça. 1 fois par an également, on a des exercices d'évacuation. Enfin, on a toutes des normes et des choses qui sont mises en place qui ont certes un coût, mais qui permettent aux personnes de sortir en toute sécurité. Et beaucoup, et ça c'est un peu la responsabilité des autorités, c'est qu'on a durci énormément les réglementations sur les boîtes de nuit à juste titre. Et on a laissé faire sur les bars. On a mis des dérogations sur les bars de nuit pour fermer à 2h, 3h, 4h du matin certains bars de nuit. On fait ça pour leur dire, écoutez, mettez-vous en bar de nuit, vous fermerez à 4h du matin comme légèrement plus tôt qu'une boîte de nuit. Par contre, vous n'aurez pas les mêmes coûts et les mêmes normes à respecter. Par contre, vous travaillerez comme eux. Donc, par contre, il y a un point sur lequel il faut insister. Là, on insiste beaucoup sur le côté boîte de nuit, bar, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces petites bougies scintillantes, n'importe qui peut en acheter et les mettre sur son gâteau d'anniversaire chez lui. Et vous avez justement des anniversaires d'ados, etc., où on joue avec le soir d'anniversaire. Et là, vous faites flamber la bibliothèque, vous faites flamber les cheveux de la copine. Les gens, il faut qu'ils en prennent conscience. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez des gens qui commandent des choses sans respecter les normes, et au quotidien, les consommateurs sont justement imprégnés de certaines normes. Et quand on a des marchés qui s'ouvrent à distance comme Temu ou comme autre chose, forcément, ça enraye tout et ça vient poser des soucis en termes de résistance au feu, ça vient poser des soucis de conformité et on pense qu'à un moment donné, ce qu'on achète chez monsieur et madame tout le monde pour justement le domicile peut correspondre à un équipement dans un bar ou une discothèque et ce n'est pas du tout le cas. Et le patron du bar... Cette mousse isolante, par exemple... on peut l'acheter. J'ai regardé ce matin. Déjà, il faut bien savoir des sites marchands. Non, mais il faut bien savoir si c'est une mousse isolante pour des effets acoustiques ou si c'est une mousse isolante pour juste des problèmes de conditionnement de certains matériaux. Donc c'est ça qu'il faut aussi vérifier. C'est qu'à un moment donné, oui, mais sauf que la différence de prix, elle n'est pas du tout la même et que l'apparence c'est la même chose. Donc Nicolas, forcément, ça pose des soucis derrière. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être intervenu en tant que patron de discothèque, nous avoir aidé à mieux comprendre la différence qu'il y a aujourd'hui. Puis la question qui se pose aussi, il y a des parents qui ont cherché d'ailleurs leurs enfants. Ils ne savaient pas dans quel hôpital ils étaient. Il y a eu un coup de gueule sur BFM TV d'un père qui disait j'ai moi-même été obligé d'appeler divers hôpitaux franciliens parce que son fils a été pris en charge en France. Personne ne lui répondait. Il n'y a pas eu de suivi d'information. C'est quand même étonnant ça. En France, c'est vrai. Finalement, il a fini par le retrouver tout seul.
On a un système de suivi des victimes qu'on appelle le système d'information numérique à usage des victimes, qui est un système qui permet d'automatiquement poser un bracelet, d'avoir le suivi de la victime, ce qu'on appelle le système Sinus, qui permet d'avoir le suivi de la victime dès lors qu'on le prend en charge depuis le lieu de l'intervention jusqu'au centre hospitalier. Là, avec le mécanisme européen de protection civile qui s'est mis en œuvre pour justement envoyer dans les centres, notamment de grands brûlés à travers l'Europe, le sujet, on va dire, atteint par malheureusement des brûlures extrêmement graves, déjà difficile de donner la réalité au téléphone comme cela de la personne et de l'identifier, parce que c'était des personnes qui étaient brûlées pour certaines à 70-80%. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas se permettre non plus d'engager une quelconque vérité. Que les sur parents telle ou soient telle personne. obligés de Donc, faire eux-mêmes le tour des hôpitaux pour savoir où est leur enfant. Dans l'urgence, effectivement, on ne doit pas remettre en question le système et la procédure. Est-ce qu'on n'a des pas oublié secours, mais l'information justement qu'on devait donner à ses parents, sachant que dans ces moments-là, il y a la réponse immédiate qui doit être effectivement apportée d'un point de vue soutien psychologique et de savoir où est son enfant à partir de là. Mais la priorité était effectivement l'évacuation à l'urgence et le traitement très rapide des enfants qui, pour certains, étaient méconnaissables. Donc, avant d'en trouver l'identification, il fallait surtout les évacuer, les prendre en traité. Donc, derrière, il y a encore mais voilà, je le vois au travers de votre visage. C'est ignoble ce qu'ils ont vécu. On a vu la réaction du commandant en chef de la caserne de Grand Montana. C'est inimaginable. J'étais choqué. C'est un choc effroyable. Et puis, ça met en bascule toute une carrière de sapeur-pompier lorsqu'on constate ça. Donc, on ne peut pas dire à un moment donné qu'il y a eu un loupé. On peut simplement dire qu'il y a eu la réaction d'urgence, qu'il y a eu un traitement efficace avec l'Europe qui est venue en appui derrière et les Français qui ont su les accueillir aussi pour permettre de suite de pouvoir les prendre en compte. Donc, effectivement, il y a eu du temps. Pour les pompiers, justement, comment on gère ça? Parce qu'on se retrouve, alors, on va dire, c'est votre métier, vous avez l'habitude, vous vous retrouvez avec des corps de jeunes complètement calcinés, qu'on n'arrive plus à identifier, puisque je pense déjà à tous tout a brûlé. mes collègues qui, au quotidien, ces collègues-là subissent quelque part des traumas au quotidien lorsqu'ils interviennent. Là, sur des on interventions parlait lourdes, du commandant qu'elles qui soient était ému, petites qui pleurait. ou des grands événements. En charge, comment il va vivre avec ça? Le sujet, c'est comme ce qu'ils ont vécu sur l'ensemble malheureux des attentats, où il y a de multi-victimes, des multi-liaisons, des multi-raisons de pouvoir les transporter à tel ou tel hôpital, avec de la rapidité de la prise en charge, soit sur place, soit héliportage, soit tout simplement par les moyens qu'on connaît de manière sanitaire. Donc, le sujet, c'est d'être très clair dans les opérations de secours. Comment on les prend en charge? Tout simplement avec des axes de priorisation. Des victimes qui, malheureusement, ne seront plus en état d'être sauvées. Et il faut très clairement le dire. C'est ce qui avait été évoqué le commandant des opérations de secours. C'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose, à une autre victime pour sauver parfois l'impossible et de prioriser. Ouais. Et donc, il y a des choix qui sont faits. Et c'est vrai que quand ça repose uniquement sur les sapeurs-pompiers, on se dit... comment font-ils? Comment ils choisissent? C'est pour ça qu'on a un commandement. C'est pour ça qu'on a des structures qui se mettent en place directement, ce qu'on appelle des postes médicaux avancés sur des grands événements, pour pouvoir permettre de ventiler, de prioriser les victimes à prendre en charge, soit sur place, soit directement sur des centres hospitaliers, de permettre justement à sauver un nombre incalculable de vies. Parce que c'est vrai qu'on compte malheureusement le nombre de décès, mais on a surtout au quotidien sauvé de multitudes de vies, que ce soit sur ce type d'événement-là, comme du 1er janvier au 31 décembre. Et ça, c'est forcément des choses qu'on a encore du mal à doser, parce qu'il y a un émoi tellement profond et tellement un regard, on va dire, de stupéfaction en même temps d'horreur qu'ont subi les sapeurs-pompiers en constatant cela, que le choix, il se fait avec un ordre et un cadre très précis, avec un médecin de sapeurs-pompiers aussi présent. On a Ludovic qui va intervenir, Ludovic qui est avec nous, parce qu'il a une idée, Ludovic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur dans un centre de formation en sécurité-sûreté. Et voilà. Et ce drame de Crans-Montana vous a fait réfléchir. Bah oui, il m'a fait beaucoup réfléchir parce que effectivement, comme je venais d'entendre ce que vous venez de dire, donc je suis pompier aussi, je suis volontaire, donc je pratique ça depuis de nombreuses années, et de plus j'ai été responsable sécurité sûreté. Donc ce qui me saute aux yeux, c'est la méconnaissance des règles de sécurité dans les établissements. Déjà, on me parle. Déjà, le chef d'établissement. Le chef d'établissement, il monte une structure, que ce soit un bar de type N ou du type P, peu importe. Il n'a pas la connaissance de ça, surtout sur les petits établissements. Effectivement, les établissements de première catégorie, qu'on appelle à plus de 1500 personnes jusqu'à la 4e catégorie, ils sont soumis à des contrôles, à des visites
périodique ou, comme vous disiez tout à l'heure, votre collègue, tous les 3 ans, par la commission de sécurité. Mais là, les petits établissements, les 5e catégories qu'on appelle, ne sont pas soumis à ce genre de visite, hormis les locaux à sommeil. Mais ces établissements-là ne sont pas soumis. Ils sont juste à la délégation de la mairie. C'est eux qui donnent l'autorisation ou pas de l'ouverture. Moi, ce que je pourrais dire et peut-être apporter une solution, parce que ça ne sera pas possible que les commissions de sécurité contrôlent tous ces établissements. Vous avez vu la catastrophe à Rouen. Moi, ce qui me fait bondir, ce drame, malheureusement, on dirait Saint-Laurent, qu'il y a eu en 1900... À Saint-Laurent-du-Var, à la fin des années Saint-Laurent-du-Var. 60, début Dans les années 70. 60. Eh ben, écoutez, on a la même configuration. Et on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible de retrouver. Il faudrait ça des contrôles surprises, c'est ça en fait, Ludovic? Alors, c'est de faire des contrôles surprises, mais qui va les faire? Moi, je dis, c'est de former le chef d'établissement aux règles de sécurité, qui connaissent dans quoi il s'engage et quelles sont ces règles de sécurité dans l'établissement de 5e catégorie. Ça, c'est le premier point. C'est de former le chef. Le deuxième point, c'est pourquoi pas dans les communes qui détiennent ces établissements, ces petits établissements, de former un administré à quelqu'un de la commune, par exemple, qu'on appelle le CIR 3, qui veut dire service de sécurité, incendie, assistance à personne de niveau 3, c'est un chef de service. Ce chef de service, il est employé en règle générale pour les gros établissements. Vous formez cette personne-là, sous, bien sûr, si le ministère accepte qu'il puisse aller faire des contrôles inopinés, mais comme ce n'est pas des locaux à sommeil, je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher. Et cette personne-là a la connaissance de la réglementation incendie qui est applicable en France, et de pouvoir aller inopinément, délégué par le maire, de dire tu vas me contrôler aujourd'hui cet établissement. Et au moins, on aurait... Parce que c'est pas possible que vous puissiez mettre... que la commission de sécurité puisse aller visiter tous les établissements. C'est impossible. Moi, je le vois sur Toulouse. Je le sais très bien, je baigne dedans. Et je peux vous dire... Il y en a qui ne sont pas aux normes. Il y en a qui ne sont pas aux normes. Et puis, la commission ne peut pas aller visiter tous les établissements. Et puis, la non-connaissance des chefs d'établissement, dans mon métier, quand je vais voir des clients qui me disent « Vous pouvez m'aider sur cette partie-là parce que je ne sais pas ». Vous vous rendez compte? On est quand même au XXIe siècle. C'est pas possible, ça. On peut pas entendre ça. Ludovic, vous faites une proposition, il y a des enseignements à tirer, c'est ce que vous dites, il faut sensibiliser les mairies, peut-être nommer des gens qui puissent faire ces contrôles sécurité surprise afin d'éviter les Je vais me mettre un peu drames. Aussi du côté des maires, mais c'est qu'on en demande toujours plus, et qu'à un moment donné, les maires sont aussi pris par des autres orientations. Donc, où on décide, comme on l'a évoqué tout à l'heure au début d'émission, de dire il y a un plan Vigipirate, on doit aussi mettre en place un plan Vigisecours pour permettre d'accentuer le sujet de la sécurité et cette prise de conscience globale, parce que ça ne pourra plus durer et on ne va pas attendre encore un autre drame pour pouvoir encore réagir et tirer encore les conséquences. Surtout on en a suffisamment eu des drames et des pertes de jeunes. Comme ça. Un mot pour terminer, parce que sur les réseaux sociaux, ils ont été montrés du doigt, ces jeunes qui continuaient à filmer alors que les flammes commençaient à embraser le plafond. Ils ont été traités de tous les noms irresponsables. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se demander s'il n'est pas plus important de poster sur Facebook plutôt que de secourir quelqu'un ou de trouver très rapidement la sortie et de ne pas avoir ce discernement de ce qui pourrait être dangereux ou pas. Mais peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'est... En fait, là, il y avait un dangereux. cocktail explosif de, on va dire, festif, certainement un petit peu d'alcool aussi, de ne pas comprendre et de discerner réellement ce qu'il se passe. La musique continuait. Exactement, au point de prendre encore la décision, surtout que personne ne donne l'alerte à ce moment-là. Donc, Il n'y a pas de formation, il n'y a personne. Exactement. Donc, le sujet que porte la Fédération nationale sur tous les plans, puisqu'on se voit pendant la période estivale, on se voit maintenant sur ce drame, c'est de continuer à essayer de pousser pour qu'il y ait enfin une véritable culture de protection civile pour les concitoyens, dès le plus jeune âge, parce qu'aujourd'hui, ça touche les plus jeunes, ça touche les jeunes de 14-15 ans, qui aujourd'hui, normalement, sont les plus dociles et à même à pouvoir recevoir une information de ce type. Et là, on a encore loupé une case. Non, mais des gamins de 15-16 ans qui sont en train de faire la fête, si tu laisses les lumières éteintes, la musique, eux, je veux dire, instinctivement, ils vont continuer à être dans l'état d'esprit festif. Ce qui pose problème, c'est ceux qui filmaient à l'extérieur. Ceux qui étaient à l'extérieur et qui filmaient les corps, etc. Ça, c'est autre chose. Après, il y en a beaucoup qui se sont conduits d'une façon héroïque. Et il y en a d'autres qui se sont conduits de façon héroïque. Maintenant, les jeunes... Je pense notamment à ce jeune joueur de Metz qui est sorti indemne et qui est retourné dans le brasier pour chercher sa petite copine. Merci à Ludovic d'avoir été avec nous.